Alors, une session maintenant très attendue, les politiques publiques. Peut-être que c'est là que les sciences comportementales ont commencé à travailler. On va travailler avec Michael Horsworth. Écoutez, Michael Horsworth, l'un des pionniers dans ce domaine. Eric, à toi. Je suis aussi très heureux de pouvoir diriger cet entretien avec mon ami et collègue Édouard Le Serre, qui est directeur général adjoint de la BVA Family et qui est l'une des grandes voix en Europe sur l'analyse de l'opinion publique, mais aussi le monde politique en général. Donc, écoutons-le tout de suite, écoutons Édouard et Michael. Hi everyone, now it's time for a very exciting session about the promise of and challenges facing behavioral science in public policy. Soon I will pass the questioning to my friend and colleague Edouard Le Serre. Edouard is the Deputy General Manager of the BVA Family, CEO of the BVA House, and one of the best, I can tell you, European expert in public opinion and policy, with a special focus in the preparation of public policies, their optimization, their communication, and the evaluation of their impact. But first, we are very proud to introduce our keynote speaker for this session, Michael Horsworth. Michael is the Managing Director Americas of the Behavioral Insights team, also known as the BIT. Michael is a leading figure in the application of behavioral science to government and public policy. He is the author of several influential frameworks, one which has had a big influence on myself, Mindspace, and his work has been published in many leading economics and public policy journals. Prior to joining the BIT, Michael was a senior policy advisor in the Cabinet Office of the UK government, and prior to that, he earned his PhD in behavioral economics from Imperial College in London. Michael also is the co-author with Elizabeth Kirkman of a book entitled Behavioral Insight. I think it was published in 2021, which I am sure we will be speaking about today. So, welcome, Michael. A big thank you to you for being with us. We are very excited to have a conversation for this opening session of our public policy roundtable. Welcome, Michael. Thank you so much. And it's a pleasure to be speaking to you, particularly before such a distinguished panel that you've got later. Well, thank you we Michael. It's really great to have you here. And maybe let's just jump into the questions we would like to ask you. We are now in 2022, nearly 15 years since the publication of Nudge. There are now more than 200 public organizations in the world applying behavioral science to improve public policy in governments such as UK, US, Singapore, Canada, etc. Also, the biggest, the most innovative private companies in the tech world, for instance, the Googles, Facebook, Microsoft, or in more traditional sector, now have chief behavioral science officer. So, in one word, how do you explain the amazing evolution in the application of behavioral science? And what would be for you, the main factor of success, of that huge success? Okay, sure. So one word is challenging. Maybe I'll come to the word at the end. But I think one fundamental reason is that people are interested in what drives human behavior. And behavioral science in its current kind of application, the current wave, gave an account of human behavior that was based on evidence, but also was engaging and simplified enough to resonate with people. I think people were interested in, if you like, the stories people could tell about
here is a particular concept or idea, and here's how it plays out in practice, and this is how it drives behavior. There were a series of experiments that made it really come to life for people. I think that's the initial kind of interest, but of course that alone is not enough to translate into practice. I think a second reason is the commitment to evaluation that came alongside implementing these ideas in practice. The fact that you could then say this was the result of making this particular change, present that to your audience. You know, in the public sector, that's really quite compelling. Particularly if you're trying to be evidence-based, you know, public money is on the line, results matter. So I think that was really powerful, and also it meant that people applying behavioral science in practice could also be advancing the field and showing how it plays out in different contexts and at different times. And that kind of gave it some momentum, I think. And the final thing I would highlight is, you know, that practical focus. It's not, you know, certainly speaking from BIT's perspective, the end goal was not necessarily an academic one. That was it was good if we could contribute to the academic literature. We really cared about changing things in the real world, and I think that speaks the language of people who are dealing with important concepts, different markets, and trying to achieve their strategic goals. So that's my summary, I think, of those three reasons: the stories, the evaluation, and the practical focus. No, that's really clear. Thank you. You just mentioned public services as one of the levers that allowed the development of behavioral science and spreading of behavioral science everywhere. But more specifically, in which area and for which topic do you see the most impact of this adoption of applied behavioral science and nudge theory? Two things come to mind. One is perhaps unsurprising. It's climate-related behaviours. You know, there are debates about this, but some people say that, you know, around 2/3 of changes required to reduce emissions will involve changes to human behaviour. Seems clear that is a really important part of the picture. And I think the challenge there is both the political one, to work out which changes are you going to target and how are they acceptable, or how could they how could you shift public opinion so they are acceptable? And then the second is technically, how would they happen? How do you help people make changes that have a meaningful impact on the climate? So I think that's one that, you know, is perhaps obvious, and is a major policy issue, but remains true. The second idea is more like a way of approaching issues, and that's to focus on administrative burdens or sludge. I really do think this is very important for the public sector, for public policy. I myself, over time, have seen multiple instances where perhaps unintentionally services are being designed in the public sector that are just really difficult to navigate. And I think that behavioral scientists can sit alongside and work with designers, human-centered designers, and the people who really understand the policy goal to make real improvements there. And I think we're only just getting started. I think we don't really have even the methodology of how really to do that sorted. So that's quite exciting in my mind. Well, thank you. It is actually. Just coming back, you are still really young, but you already have a long career in implementing behavioral science. What would be, if you had to tell about one, what would be the mission or the missions that you are most proud of? And maybe on the other side, maybe there's one mission that you really regret not to have been able to implement. What would they be? As I rapidly approach 40, I sometimes don't feel so young, but thank you for that. Yeah. So I think one that comes to mind is work on antimicrobial resistance, and that
I think is important because one, it's a really big, tough collective action problem. If antibiotics stop working, at some point we're going to have a terrible situation. But in the immediate term, it's really hard to perhaps shift behavior because for each individual person there may be benefits to getting antibiotics, or at least perceived benefits. So we did some work with Public Health England, which looked at social norms and reducing unnecessary antibiotic prescribing. And what's really interesting about that is that it has been copied or replicated or adapted in many different countries now around the world. And it has shown results in many different settings, and indeed over time as well, repeated usage. And I think that's really also interesting because it's been incorporated into a wider strategy for reducing antimicrobial resistance. It's not a solution on its own. Nobody thought it was, but as part of the package, I think it can make a contribution, and it's low cost, and it's a good instance of how you can make a difference with behavioral science, I think. In terms of regret, well, I think one thing that I have always been really interested in is how we can apply behavioral science to the way government works itself, to the policymaking process. We did this report 4 years ago called Behavioral Government, which tries to set out all the different ways that these insights are relevant. And my regret is that we just haven't done so much in this field, partly because people haven't really asked us, but it's hard to get governments interested in it. And that's surprising to a certain extent, because you would think that they were interested in improving performance. But on the other hand, it's not that surprising because a lot of the focus has been on achieving policy goals out there, and it's harder and more awkward in some ways to turn that back on yourself. Sometimes that client isn't there. So that's my regret, I think. I'd have liked to do more there. Okay, thank you. Well, you allow me to jump to the next question. We've been talking a little bit about the past, about your experience, about the development of behavioral science. From your point of view, based on your experience, and because you are an important thinker in the domain, what is your view on the perspectives for behavioral science implementation? What are we going to see see happen in the coming years from your point? So, it's something I'm really interested in, actually. I've been working on this program of work for the last year and a half about the future of behavioral science. Really trying to look very, very hard at the criticisms that have come up. Behavioral science, take them seriously as we do, and try to build something better. So, I've been working on 10 proposals for how we can do that. Some of them talk about how we can try to tackle bigger policy issues by thinking about complex adaptive systems and improving behavioral science by getting more dynamic understanding of behavior in context, how people react to other people, how systems and markets change. And I think complexity thinking is a way of doing that. I'm thinking about how you might use RCTs better to actually reflect that adaptation. I think we need to think more about how we can descend the use of behavioral science and enable people to use the techniques themselves. That has always been a strand in applied behavioral science, but I think we could do more, and we've got to a stage where we know more about how we can do that. I think we need to get better at doing things like predicting the results of experiments and then feeding back the results to behavioral scientists to reduce overconfidence, to show that, to get better at predicting. Because sometimes I think we do experiments, we get results, and we kind of have hindsight bias, and we think, oh yeah, of course, yeah, that makes sense. I kind of knew that. It's not that surprising. But actually it may have been. We forget how we felt beforehand. So these are some practical things I think you can do to improve the practice of behavioral science. But there are some bigger things as well, like
I think we need to be more cautious about how we talk about findings. We know that there's a lot of heterogeneity in human behavior. Effects vary from settings to settings. So I think making really strong statements that social norms always have this effect, we really need to have moved away from that. And I won't go on, but there's also stuff around moving beyond like these lists of biases you see all the time. They're not doing the job. We need to have a better sense of theory at this kind of, something between system 1 and system 2 and lists of biases. There needs to be a connecting framework in the middle. But I won't go on too long about that. There'll be more on that soon. No, thank you. You mentioned the criticism that sometimes and maybe more and more often emerge and come from different sides. We had during this summer a paper that was published around behavioral science and nudges. Are they really useful? Do they work? And you took part in the conversation, I would say, by publishing on your site an article around that. Could you, for our audience, just give a quick, summarize quickly what you wanted to claim and to say what's your point? Yes, I'll try and do this quickly. So essentially, earlier this year, there was a meta-analysis of nudges, which said that overall they had a certain effect size, moderately large effect size. Then there was another meta-analysis which said, actually this analysis is affected by publication bias, and actually there is no effect of nudges if you correct for publication bias. Now, the first article had mentioned publication bias, but said it wasn't too bad. The second one went much further. Now, we know there is publication bias in the literature. That's definitely true, but it's not necessarily true that means there is no effect of nudges. I point out that there was a big study by Stefano Della Vigna and Elizabeth Linos that went through all the studies that BIT Americas and the Office of Evaluation Sciences did in the US. We allowed all our data to be analysed from every trial we did. There was no publication bias in that, and the results show us the significant effect of these interventions. But moreover, I say that it doesn't really make much sense, first of all, to say things work or don't work, because we know there's a lot of heterogeneity in the results. And so the more important point is, when do things work or don't work, rather than just dismissing the whole field. And secondly, a lot of things will put into the bucket of the term nudges in that meta-analysis. And so nudges can be very helpful, but as many people have said, we've said from the start, Laura on your panel often says, behavioral science is not just about nudges. So I feel that the debate was not very informative. And in fact, what we should be doing is understanding in what settings and what instances the use of behavioral science has effects more likely, and what size they're likely to be, than just saying it works, it doesn't work. That's a very basic debate I think we need to move beyond. Okay, thank you. Coming back on where you're coming from. You're coming from the BIT in UK, and you've been now leading BIT Americas for some time. So you've been dealing with cultural differences, I guess, and more broadly, how generally do you deal with cultural differences from one country to another? Because BIT, you are everywhere. Well, your intervention are in many countries. So how do you deal with that? Yeah, maybe it's because when you're in a context, it's hard to sort of perceive it. But I don't see any massive differences between the UK and the US. I mean, they've often had a fairly shared research agenda, for example. I do think that the question of cultural differences, context is obviously so important. I think as behavioral scientists, we need to get better at judging how much an intervention's results were linked to its context, and therefore how much adaptation it may need to other situations. And there is some evidence that behavioral scientists can do this already.
there's a paper by Jay Van Bavel et al. From 2016, I think, where they took studies from the replication crisis, so replication studies, and they said for each of the ones featured, they asked people, how likely is it that you think this study will replicate elsewhere? And then they compared to see if their judgments were right and whether they could tell which ones did actually replicate when people did these big studies. And people are pretty good at assessing which studies would replicate in different contexts. So I think we need to really develop that skill at assessing it. And I think implementation science actually has done a lot of thinking on this already. And maybe as behavioral science, we don't interact with that quite as much. Some places do. I don't want to generalize. But I think in general, perhaps we don't. And the other side of that is that I think we need to codify and cultivate the practical skills that we successfully that successfully adapt interventions to new contexts. I think sometimes there's too much emphasis on behavioral science as if it's just about knowing things rather than knowing how to do things in particular contexts, that more practical skill. And I think a way to do this is understanding what people did to successfully adapt interventions. Quite often in academic articles, a lot of the stuff that would really help in that sense is actually cleared away as extraneous detail. I think we need to bring that back in rather than claiming universality for our results. We need to value those contextual details that may be crucial. Thank you. Maybe one last question. Because they are increasingly adopted, the issue of ethics in nudge is so crucial, becomes even more crucial. What would be your recommendations to practitioners to really act and work in an ethical way when we are using behavioral science? So I think that there are. This is becoming an increasingly important question, I think, because there's a lot of talk about using data science, machine learning to personalize interventions. Well, I think that very quickly runs into some ethical conundrums about to what extent should you tailor? Do people find that acceptable, particularly in online environments? Plenty of evidence that they don't, actually. So there's caution about sort of the headlong rush into really tailored precision nudging, potentially. In terms of practical recommendations, in our book, Elspeth and I talk about a really simple framework to do with assessing the level of transparency involved. So how could somebody know what the goal is of the intervention, for example, and what techniques are being used to achieve that goal? Is that discoverable in some way? And on the other hand, what level of control do people have to resist the intervention? And people often talk in terms of a ladder of increasing intensity of interventions. So first of all, you combine those two things into thinking about whether there's any manipulation involved. And then it's also worth bearing in mind the strength of people's preferences. If someone really, really wants to choose otherwise, that should be taken into account. And the extent of the consequences. Is there much harm involved for the person if they, are you preventing a lot of harm for a person here? So the action to prevent that harm may be justified. And you can put those four things together to run through some of the ethical difficulties you may be facing. It's a very simple framework, but one I think has value. Yeah, very powerful one. One last question. Eric, this one hasn't been prepared. One last question maybe. Is there one specific nudge that you use the most in your personal or professional life? Is there one that you would say, okay, maybe you forgot
that you use it, but that maybe frame the way you act, you think, you work, you live? Is there one? Something that I've always found quite helpful is the idea of the fundamental attribution error, so that the power of the situation is more than you might think. And I think that's helpful because it means it may pause your rush to judgment of others. Like you may assume that that's how someone is, but you should think about all the things that may be going on in their life, or the things they may be coming from in that moment, and the power of those factors. And I find that quite a helpful discipline sometimes to prevent a rush to judgment. Yes, thanks a lot, Michael. I have a very final question for you before we start our roundtable on public policy. What would be your one piece of advice, if possible, for a leader in public policy who would like to start applying behavioral science in his or her organization? Okay, so I think we're at a stage in behavioral science where you can say to somebody, don't push for results straight away. I know that's hard, but I think we may be in a stage where it's more about identifying the right opportunities, the context for decisions. We know that's really important. And also to say that there is luck involved. There's lots of luck involved. You may not get a direct hit the first time. I think part of the problem is that we go around as practitioners and tell stories about these successes. We downplay the multiple missteps and failed attempts and so on. And so people may have an unrealistic expectation about what they're going to get early on. So that's our responsibility as well. But I think we should be saying to people, you may not have a magic result straight away. And success may look a bit different from what you're expecting, having read, say, a popular book on the topic. Okay, thanks a lot, Michael. I think it is a great advice, and it's been a real pleasure to have you opening our public policy session. A big thank you. Yeah, thank you very much. And to our participants, stay tuned and logged in. We are now having an amazing roundtable about the promise and challenges for behavioral science in public policy. We just talked a lot about it, and it will be moderated by my colleague and BVA France co-director, Adelaide Zulfikar-Bassic. Thank you. Voilà, nous allons donc continuer cette séquence. Nous sommes parfaitement dans les temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le tout début de notre conversation, nous avons évoqué le fait que nous allions avoir une très belle table ronde grâce à la qualité de nos intervenants, et je suis bien d'accord, c'est Michael qui le disait. Permettez-moi de vous présenter nos experts. Nous avons d'abord Laura de Molière, qui était responsable des sciences comportementales au cabinet du britannique jusqu'à la semaine dernière. Tout le monde sait que le Royaume-Uni est pionnier en la matière. Nous avons Chiara Varazzani qui est responsable des sciences comportementales à l'OCDE. Je pense que l'OCDE a un vrai travail de mise en œuvre à faire en matière de sciences comportementales. Et puis mon ami Faisal Narou, qui est une star pionnier en la matière, en matière de mise en œuvre. Il était directeur exécutif du Policy Innovation Center au sommet Nigerian Economic Summit Group. Et c'est
table ronde sera modérée par Adelaide Zulfikar Pazik. Adelaide travaille avec un certain nombre d'institutions publiques. Elle travaille dans le domaine de la stratégie et de la politique. Adelaide, c'est à vous. Bienvenue à nos intervenants encore une fois. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à nos trois intervenants. C'est un honneur que de vous avoir avec nous ce matin. On va sans plus tarder démarrer. Édouard Le Cerf, au début, a indiqué qu'il nous a rappelé de l'évolution extraordinaire des sciences comportementales dans les politiques publiques. Ça a démarré il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, près de 200 organisations ont adopté les principes des sciences comportementales. Michael l'a évoqué également tout à l'heure. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Évidemment, d'après vous, pourquoi les sciences comportementales ont connu une telle émergence au cours des 10 dernières années? Faisal, je vous propose de démarrer. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Alors, pourquoi les sciences comportementales jouent un rôle aussi important depuis quelques années dans le domaine de la politique publique? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, je pense qu'il y a eu une quête de la part de gouvernements pour voir comment les gouvernements pouvaient fonctionner mieux. Dans certains pays, il y avait en plus une crise économique, une crise financière, donc le contexte s'y prêtait bien. Je crois que les gouvernements cherchaient de nouvelles idées et parmi ces idées, il y a eu les sciences comportementales. Et je crois que les gens ont réalisé à un moment donné qu'on fait beaucoup de choses sans véritablement savoir pourquoi. On pense se comporter d'une certaine manière alors qu'en réalité, on se comporte différemment. Et je crois qu'on était tous, les gouvernements étaient en quête de mieux, d'une meilleure compréhension de l'humain, de l'être humain, de la prise de décision. Et les gouvernements se sont véritablement intéressés à ce sujet. Et effectivement, on a vu, de par le monde, les différents pays qui ont vraiment travaillé sur le sujet du nudging, notamment des sciences comportementales de manière plus générale et de manière finalement assez plaisante, assez agréable. On a vu des pays commencer à adopter certains des principes de la science comportementale. Je pense au Royaume-Uni et puis bien d'autres. Je pense au Danemark, l'Irlande. Et je crois qu'on a vu d'autres pays, l'Afrique du Sud, le Singapour également, où il y a eu un ancrage assez fort. Donc voilà, cette évolution a été intéressante et aujourd'hui, force est de constater que les sciences comportementales sont devenues un outil parmi d'autres pour faire mieux, tout simplement. Très bien. Alors concrètement, comment l'outil leur permet-il de faire mieux? Alors, sur la question du comment, eh bien, je pense que l'outil leur permet de mieux comprendre les comportements des uns et des autres. L'outil permet d'acquérir également une quantité très importante d'informations, de connaissances. Il y a énormément de recherches dans le domaine. Les gouvernements peuvent utiliser ces recherches. Un certain nombre de projets ont été menés. Il y avait un certain nombre de pilotes qui existaient, mais l'idée de tester et de continuer en permanence à tester, ça a été quelque chose de très nouveau. De tester aussi des hypothèses. Je pense que ça a été une approche complètement nouvelle. Très bien. Écoutez, je me tourne maintenant vers vous. Laura, qu'en pensez-vous? Alors, je peux vous donner 3 raisons également. Je crois qu'il y a 2 raisons pour lesquelles qui sont assez claires, et puis une raison qui l'est peut-être moins,
qui est peut-être moins bonne. Alors, la raison principale, ma préférée d'abord, c'est que les sciences comportementales permettent de mettre en exergue de nouvelles questions avec beaucoup d'incertitudes. Des questions qui portent évidemment sur nos comportements, pour répondre mieux à de grands problèmes de société. Pourquoi certains problèmes sont-ils des problèmes? Donc, on peut introduire des questions sur certains comportements. Et puis ensuite, quels sont les comportements concrètement que vous souhaitez susciter ou provoquer? Donc, lorsque l'on pose ces questions, eh bien, on voit que tout à coup, on peut faire les choses très différemment. Et clairement, je crois que les politiques ont bien compris que c'était nécessaire. Est-ce que vous dites qu'auparavant, ces questions n'étaient jamais posées dans le domaine de la politique publique? C'est assez curieux quand même. Alors, parfois, les questions étaient posées, mais il y avait tellement d'incertitudes autour de la réponse. Et comment est-ce qu'on peut prévoir les comportements? Ça, c'était quelque chose de très nouveau. Et puis, en même temps, très souvent, les politiques n'étaient pas traduites en comportements. On ne savait pas exactement quels étaient les objectifs visés par certaines politiques. Donc la deuxième raison, qui est un petit peu sous-estimée, me semble-t-il, même si Michael l'a évoqué, c'est les sciences comportementales permettent également d'introduire de la méthodologie dans un domaine très chaotique, dans un monde qui évolue très vite, dans des domaines où il y a énormément d'incertitudes. Que ce soit dans différents domaines, anthropologie, économique, philosophie, on arrive à mieux comprendre comment les choses fonctionnent ensemble. En matière de design, en matière d'évaluation, vous arrivez tout à coup, grâce à cette discipline, à répondre à des problèmes qui auparavant étaient particulièrement complexes. Alors, la mauvaise raison, c'était quoi? Vous aviez une mauvaise raison. Oui. Alors, je pense que les sciences comportementales sont devenues célèbres également parce qu'elles sont perçues comme quelque chose qui peut proposer des réponses simples, faciles, un peu cheap, pour répondre à des problèmes très complexes. Et ça, c'est négatif. Évidemment, parfois, ça marche. Parfois, vous pouvez envoyer un texto et puis ça peut permettre de faire des choses. Ça peut faciliter certaines choses. Et donc, je ne dis pas que c'est toujours mauvais, mais partir du principe que les sciences comportementales peuvent répondre à des problèmes complexes très rapidement et facilement, c'est faux. Je crois que c'est bien plus que cela. Très bien. Merci Laura. Chiara, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous pensez que les gens ont tendance à percevoir les sciences comportementales comme étant une solution facile et rapide à des sujets très complexes? Je suis d'accord, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, même si les choses se sont améliorées. Je pense que de plus en plus de gouvernements et de législateurs ont bien compris cela. Il y a le nudging et c'est vrai que parfois ce sont des solutions simples, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est un défi aussi. Et d'après vous, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer l'évolution si rapide des sciences comportementales? Alors, je suis d'accord ce qui a été dit par Faisal et Laura. Je pense que les sciences comportementales ont énormément contribué au gouvernement dans différents contextes de faire les choses mieux. Donc, je suis tout à fait en phase avec ce que Laura et Faisal ont expliqué. Alors, je pense qu'il y a l'avantage d'abord de l'expérimentation. Faisal l'a expliqué. Il y a 10 ans, les sciences comportementales étaient un petit peu comme un cheval de Troie pour rentrer dans un certain domaine. Parfois, c'est d'ailleurs encore un petit peu le cas, et jusqu'à une certaine mesure, ça a marché, et c'était un élément de motivation, un moteur pour beaucoup, pour se lancer dans la discipline. Ça a été une opportunité d'avoir ce cheval de Troie pour tout à coup entrevoir des choses que l'on n'entrevoyait pas jusque-là. Un deuxième point que je souhaiterais mentionner, c'est que nous avons relativement bien travaillé pour étendre le champ d'application. Au début, c'était beaucoup dans le domaine de la taxation, de la fiscalité, de la conformité également.
Et bon, le retour sur investissement était assez évident. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui dans quel domaine la discipline est utilisée, vous vous rendez compte qu'en fait, on travaille dans plein d'autres sujets. La corruption, l'intégrité, le changement climatique, et j'en passe. Donc, évidemment, on ne va pas résoudre tous les grands défis de la planète, mais je pense que cela peut permettre d'avancer mieux et plus vite. Très bien. Merci, Chiara. Je pense que les différentes problématiques que vous venez d'évoquer, différents domaines où la discipline est utilisée, sont effectivement, c'est évidemment effectivement intéressant. Alors, je souhaiterais vous poser la question suivante. On va démarrer avec vous, Laura. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple emblématique de la discipline où vous avez vraiment réussi à faire quelque chose, où ça a vraiment bien marché? Alors, un exemple, c'est pas évident. C'est un petit peu comme si vous me demandiez lequel de mes enfants j'aime le plus. Je suis d'accord avec Chiara. Je pense que peut-être que les projets que j'ai le plus aimés, c'est les domaines où les sciences comportementales n'avaient jamais été utilisées. Prenons le Brexit, par exemple. Bon, je vais vous en donner un autre qui est l'exemple autour de la pandémie de la COVID-19. Alors, on en a tous assez de la COVID-19, mais ça a tellement changé la carrière de tellement de personnes. Alors, je voudrais vous expliquer pourquoi c'était tellement fascinant pour moi. En tant qu'experte en la matière, les décisions étaient prises beaucoup plus rapidement pour la COVID-19, tellement rapidement qu'il fallait trouver de nouveaux modes de travail, de nouvelles méthodologies de travail pour prendre ces décisions rapidement. Et nos équipes ont mis en place très rapidement pour comprendre les risques comportementaux. Par exemple, si on prend telle décision, que pourrait-il se passer? Si on fait ceci, quelles pourraient en être les conséquences, etc. Et ce, sur des laps de temps extrêmement peu importants. Comment peut-on atténuer ces risques? Donc ça, c'était très intéressant. Deuxièmement, ça m'a permis de comprendre à quel point les sciences comportementales pouvaient être utilisées dans les différents domaines. Nous avons travaillé avec la London School of Economics sur la question de savoir ce que c'est pour évoquer le sujet de la mort dans la COVID-19. C'est un sujet évidemment auquel personne n'avait pensé, mais c'était intéressant de voir comment les anthropologues ont travaillé. Lorsque vous avez quelqu'un dans votre famille qui est contaminé par le virus, qui est hospitalisé, puis qui finit par décéder, comment est-ce que vous intégrez tout cela? C'était absolument fascinant. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de mentionner également comment le rôle que les sciences comportementales ont joué lors des phases de vaccination. Lorsque les gens vous écoutent et acceptent ce que vous dites, c'est formidable. Mais pendant la mise en œuvre du vaccin, nous avions fait un tel travail, tout à coup, les autorités, également les autorités acceptaient, écoutaient ce que nous disions, y compris notre travail sur les risques. Nous travaillons avec d'autres scientifiques spécialistes en la matière. Donc, tout ça pour vous dire que la pandémie de la COVID-19 a véritablement agi comme un révélateur. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Chiara, est-ce que vous pouvez nous parler, vous aussi, de l'impact qu'ont eu les sciences comportementales sur votre carrière? Oui, moi aussi, j'ai eu la Covid. Et surtout, si on travaillait pour le gouvernement, dans un moment très important, peut-être que, bon, mais là, tu as déjà parlé de Covid, donc peut-être que je peux changer de sujet, mais si je regarde une expérience très récente que nous avons réalisée en partenariat entre l'OCDE et les gouvernements français et canadiens, c'est assez passionnant d'ailleurs, je suis contente de vous en parler, mais donc nous avons travaillé avec le Privy Council, le conseil privé au Canada et le gouvernement français pour essayer de réduire le partage de fake news et de désinformation en ligne. Ça a été une expérience formidable parce qu'on s'est réunis avec des scientifiques, comportementalistes, on a travaillé ensemble
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré cette expérience dans une étude longitudinale sur un échantillon canadien. Et on a réussi à réduire la volonté de réduire les fake news de 21%, simplement en essayant d'encourager les gens à vérifier leurs sources ou le formatage de ces fake news. Donc des interventions très simples, testées en ligne, avec plusieurs gouvernements. Et ce qui est formidable, c'est qu'à mon sens, c'est sans doute la première expérience qui a été faite ainsi avec plusieurs gouvernements simultanément qui ont co-construit la solution. Et j'espère que ce sera de plus en plus le cas. Et l'une des possibilités d'avenir, ce sont probablement de cette discipline, c'est sans doute des applications transfrontières. Oui, les fake news sont évidemment un énorme défi, mais est-ce que vous avez transformé cette expérience en application plus concrète sur l'ensemble de la population des pays? Non, d'ailleurs, je ne pense pas que ce serait forcément une bonne idée que tout soit... que ça monte en puissance sur l'ensemble des populations. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui a permis d'informer les décisions de politique nationales et internationales. Donc, il y a une vraie réflexion sur la façon de gérer les fake news, de traiter les fake news, et ça nous a beaucoup aidé parce que l'accent est mis non seulement sur le contenu lui-même, mais sur les personnes qui lisent et qui doivent être rendues plus résistantes aux fake news. Tout ça n'est pas trivial pour le régulateur en Europe ou ailleurs, mais c'est un message puissant. Merci, Chiara. Et toi, pourrais-tu partager un ou deux exemples emblématiques ou importants de ton travail? Alors moi, un des exemples dont j'allais parler, mais peut-être que je vais m'abstenir, c'était aussi sur la Covid. Mais c'était d'un point de vue complètement différent. La façon dont les gouvernements réfléchissaient en termes de comportementalisme, au sein, donc dans le travail avec l'OCDE, on gérait la pandémie elle-même, mais aussi ses pensées comportementalistes, les parcours utilisateurs, mais aussi la sécurité personnelle, le bien-être personnel, et tout ce qui tournait autour du retour au bureau. Il y avait beaucoup d'aspects là. Mais ça, c'est probablement de l'organisation comportementale. Donc, je vais peut-être parler d'un autre exemple. C'est plus sur ce quoi je travaille actuellement, c'est au Nigeria, et là, on touche à d'autres problèmes. Les insights comportementalistes transformant pour la vérification de la qualité et pour la vérification aussi des attentes des utilisateurs quand ils veulent engager un dialogue avec vous ou une intervention. On est en train de travailler sur les enfants dans les zones rurales au Nigeria. Et quand on était au Policy Innovation Center et quand on nous a demandé de venir intervenir pour aider, quand on commence à regarder la littérature existante, il y a beaucoup de choses sur la déscolarisation, comment rescolariser ces publics. Donc, la requête, c'était pour une intervention sur la déscolarisation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Royaume-Uni et aux États-Unis dans ce domaine. Mais évidemment, notre boulot à nous, pour la mise en œuvre de tout cela dans les politiques publiques, c'est de dire non. Et de dire, comment est-ce que vous savez que c'est vraiment ça le problème? Quelles sont les vraies raisons? Il faut les découvrir, il faut diagnostiquer. Donc, quelque temps après notre diagnostic,
le problème ne semble pas vraiment être le fait que les gens quittent l'école. C'est plutôt le fait qu'ils s'inscrivent à l'école. Et là, c'est une approche complètement différente du problème. Et là, je crois que Laurie en a parlé d'ailleurs. Il faut repenser, revoir sa compréhension de la façon dont il faut traiter ces questions complexes. Et pas forcément partir de préjugés. Il faut avoir plus de preuves de ce qu'on avance. Et maintenant, évidemment, les solutions pour gérer le problème sont très différentes. Maintenant, nous venons de terminer le diagnostic, dont nous allons passer à la phase de réflexion sur les interventions. Mais on découvrira peut-être qu'il n'y a pas d'intervention évidente, parce qu'il se peut qu'il y ait une décision très consciente des parents qui se trouvent dans une situation donnée et souhaitent de ne pas inscrire leurs enfants à l'école. Donc, il faudra chercher à bien comprendre ces problèmes-là. Et ça, je crois que c'est sans doute une des choses sur lesquelles les sciences comportementalistes font une forte contribution. Et les gouvernements n'utilisent pas seulement comme outil d'intervention, mais aussi comme outil de diagnostic. Merci Faisal. Il y a beaucoup de questions que je souhaiterais vous poser, mais malheureusement, nous commençons à manquer de temps. Donc peut-être une dernière question tout de même. À votre avis, quels sont les grands défis pour l'avenir des sciences comportementales dans les politiques publiques? Et je voudrais commencer avec vous, Chiara, avec toi, Chiara, parce que quand on en a discuté la semaine dernière, tu as dit que c'était pas la bonne question à poser, que la vraie question, c'était plutôt comment peut-on s'assurer que ça continue à apporter de la valeur aux politiques publiques et à l'intérêt public, l'intérêt général? Oui, merci. Enfin, je me souviens plus du tout de ce que je t'avais dit la semaine dernière, donc on va recommencer, mais moi, je crois qu'il y a 4 grands défis pour les sciences comportementales et pour qu'elles puissent continuer à créer de la valeur et avoir un véritable impact. Et donc, il y a le SINS, le scaling, innovation, nudge et système. Donc le SINS. Donc un des grands défis, on en a déjà un peu parlé, c'est le scaling, l'échelle, la montée en puissance. Il y a beaucoup de données qui existent et on ne les utilise pas. Donc même pour les populations ciblées, il y a de bons résultats qui sont obtenus par les gouvernements au cours des 15 dernières années, mais elles n'ont pas été appliquées de façon généralisée. Donc c'est une espèce de cheval de Troie au sein du gouvernement, mais on est encore assis dans le cheval et on attend de sortir pour intervenir. Et c'est dommage. Donc ça, première difficulté. Deuxième difficulté, je dirais les innovations, c'est ce que Laura disait. Il y a une question temporelle, puisque il nous faut du temps pour générer des données, alors que les gouvernements prennent des décisions en l'espace de quelques minutes ou de quelques heures. Le cycle des politiques, c'est 2 ou 3 heures. Donc parfois on a un petit peu peur de dire « Ah oui, mais on n'a pas encore suffisamment de preuves » ou tel contexte n'a pas été testé. Donc moi-même, je suis coupable de cette erreur. Et puis, les gouvernements n'utilisent pas forcément les preuves pour prendre des décisions, disons sur le vaccin ou sur le masque. Donc il faut faire des arbitrages. Et puis il faut aussi avoir une méthodologie améliorée. On génère les expérimentations beaucoup plus rapidement qu'avant. Et il faut accélérer aussi les apprentissages au sein de la communauté. Et ça, on est en train d'essayer d'encourager ça.
de partager les messages très rapidement. Ensuite, les nudges, le défi des nudges. En quoi est-ce que c'est un défi? Je crois que les nudges, évidemment, on ne serait pas là sans les nudges. Mais peut-être qu'on est un peu limité par ce concept. Laura le disait, parfois, on est là et on essaie d'ajuster à la marge des systèmes existants, alors que les sciences du comportement, c'est bien plus que ça. Donc il y a une sorte de dichotomie ou de séparation entre les approches traditionnelles et les autres. Et en fait, c'est pas très bon parce qu'on sait que les instruments de politique classiques, la régulation, les encouragements financiers, etc., peuvent être mal informés. Et les décisionnaires politiques ne le savent pas forcément, ou en tout cas, il y en a beaucoup qui continuent à considérer ça uniquement sous l'angle du nudging. Il faut au contraire l'intégrer aux outils de politique publique. Alors ensuite, je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour la présentation d'avant, mais j'imagine qu'on a parlé des systèmes également. On n'est pas encore très très bon à essayer de prendre du recul pour regarder une image plus globale. Donc on peut travailler localement, changer les choses dans tel ou tel contexte, mais on n'est pas très bon quand il s'agit d'envisager les choses dans leur ensemble. Et puis, on a du mal à identifier les liens de cause à effet au sein de ces systèmes. Et il faudrait sans doute avoir plus de principes généraux, transversaux, pour expliquer ces comportements. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, mais j'espère que la communauté, avec les universitaires, les chercheurs, pourra avancer dans cette direction. C'était une réponse un peu longue, mais j'espère avoir pu vous parler de ces 4 grandes idées. Scaling, impatience, nudges, next generation nudges et systems. Plus penser en termes de système que d'impact local. Merci beaucoup, Clara. C'était très, très local. Hazel, est-ce que tu es d'accord avec Faisal, est-ce que tu es d'accord avec Chiara? Est-ce qu'il y a d'autres grands défis que tu identifies? Oui. En fait, oui, je serais plutôt d'accord. Mais ce que je dirais aussi, c'est qu'un des grands défis qui devient de plus en plus compliqué, avec ces applications croissantes dans les politiques publiques, c'est la gestion des attentes. Il faut qu'il y ait un effort continu pour s'assurer que les personnes qui demandent tout cela, ce pas toujours des politiciens, ça peut aussi être le grand public ou la presse, ceux qui vont examiner, évaluer le travail qu'on a été fait. Il faut bien comprendre les attentes, parce que très rapidement, là où la science comportementale n'a pas forcément un ancrage aussi fort qu'ailleurs, il y a des questions autour des attentes. Donc personne dans la communauté des sciences du comportement ne dit que ça permettra de résoudre tous les problèmes, que tout le monde va l'adopter et qu'ils vont réussir là où ils ont échoué auparavant. Et donc il faut bien mesurer les attentes. Et puis les autres attentes qu'il faut bien mesurer, ce sont aussi celles qui concernent les limites de ce qu'il est possible de faire avec ces interventions comportementales. Comme le disait Chiara, parfois il n'y a pas d'intervention possible. Parfois il y a une intervention qui n'est pas comportementaliste, mais structurelle. Il y a peut-être des éléments de comportementalisme, mais c'est autre chose. Et donc, avoir ces conversations avec les autres peut être compliqué. Surtout si, dans le cas d'initiatives qui en sont à leur balbutiement, mais il faut persister tout au long du processus pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation ou que les gens pensent que ça n'a pas été aussi efficace que ça aurait dû. Laura, souhaiterais-tu ajouter quelques mots?
Oui, alors je vais essayer de rester bref parce que là j'ai 3 grands défis auxquels je fais face. Pour moi, le premier défi, c'est que moi, j'utilise plutôt du travail en amont. Il y a du travail en aval, hein, qui est le changement dans la communication, des choses comme ça. On teste plus avec des RCT, etc., donc plutôt en aval, alors qu'en amont, c'est plus des défis sur le diagnostic, la définition des problèmes, les stratégies. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à prouver. Et l'impact, en tout cas, est beaucoup plus difficile à prouver. Donc, prouver la valeur du travail en amont, en fait, il faut qu'on s'améliore pour raconter ces histoires-là et pas simplement travailler sur l'aval, où on peut concrétiser et monétiser notre contribution. Deuxième défi, il ne faut pas se laisser enfermer dans notre conception des sciences comportementalistes, de ce qu'elles peuvent faire. Vous êtes dans certains départements d'un gouvernement, par exemple, vous écoutez les conversations et vous entendrez les scientifiques parler de quel est le cadre que vous utilisez pour ci ou pour ça, est-ce qu'on peut partager sur les cadres, etc. Et souvent, on trouve des problèmes et on essaie de les faire rentrer dans des cadres existants parce que ça nous rassure. Alors qu'en fait, il faut beaucoup plus prendre un problème, regarder la forme du problème, voir ce qu'on peut en faire en réfléchissant au comportement et trouver quelque chose. Et faire des recherches, développer de nouveaux cadres s'il le faut, de nouvelles approches, pas se laisser enfermer. Voilà. Et puis, dernier point, c'est un peu étrange, mais peut-être je dirais que l'un des avenirs, c'est peut-être de changer l'unité d'analyse, de passer du citoyen aux décisionnaires politiques eux-mêmes et à leur comportement. On est souvent on est des experts dans la décision politique dans des situations incertaines. Et en fait, moi je recrute aussi des spécialistes des systèmes. Alors, il faudrait regarder ce que pourrait être un processus idéal décisionnaire, de prendre en compte les décisions à faire et où les principes du développement humain, du comportement humain sont pris en compte, plutôt que d'essayer de faire rentrer tout ça dans un cadre trop simpliste. Donc il faudrait qu'il y ait ce nouveau focus des sciences comportementales sur les process décisionnaires des politiques publiques et pas simplement sur les comportements citoyens. Est-ce que nous avons des questions dans le public? Je ne sais pas si ma question, je ne sais pas vraiment à qui elle s'adresse, à Chiara ou à Faisal, mais si je me souviens bien, il y a 5 ans, il y a eu l'OCDE a publié un rapport avec 110 études de cas partout dans le monde. Est-ce que vous, à l'OCDE, est-ce que vous mettez à jour ce rapport avec de nouvelles analyses ou de nouvelles études de cas sur les 5 dernières années, parce que ce serait très utile pour les praticiens. Chiara, est-ce que tu souhaites répondre? Oui, bien sûr. Le rapport de 2015 a été réalisé par Faisal et son équipe. Et ça a été un moment très très important pour toute notre communauté parce que c'est le premier rapport international avec autant d'études de cas. Et je crois qu'on s'en souvient tous comme étant un moment marquant. Pour moi, ça a été extrêmement pratique. Et ce qu'on cherche à faire maintenant, étant donné que les choses avancent tellement vite, c'est qu'on l'a numérisé, ce rapport. Donc il y a une sorte de répertoire en ligne d'études de cas avec des liens. Donc, vous pouvez aussi vous-même y mettre un projet à partager avec nous et vous pouvez y mettre aussi des projets avant
qu'ils ne soient mis en œuvre pour essayer d'accélérer l'apprentissage. Donc tout cela est en ligne. On a une question très intéressante ici. Je ne sais même pas si on va avoir le temps de faire une réponse complète parce qu'il ne nous reste plus que 6 minutes. Donc peut-être juste un ou deux d'entre vous pourraient en parler. On savait qu'on aurait cette question qui arriverait. La question c'est, est-ce que vous avez déjà fait face à des défis éthiques dans le cadre de votre travail? Parce que les questions d'éthique sont évidemment cruciales. Qui voudrait dire quelques mots là-dessus? Faisal, Laura? Moi, je peux commencer si vous voulez. Oui, ça c'est la réponse simple. Oui, il y a des questions d'éthique, des problèmes éthiques qui apparaissent. Et dans les institutions politiques, il y a des choses qui sont sans doute différentes par rapport au secteur privé, c'est qu'il y a des institutions publiques qui ont déjà des cadres éthiques sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc le rapport dont on vient de parler, quand on a commencé à examiner les questions éthiques, qui sont des priorités pour la plupart des institutions publiques, c'était pas tant un problème parce qu'il y avait déjà des normes éthiques qui étaient en place et qu'il fallait respecter, mais aussi parce qu'il y avait des niveaux de responsabilité et de transparence qui voulaient dire qu'il était plus facile de s'y retrouver dans les institutions publiques. Ça ne veut pas dire que les problèmes éthiques n'existent pas, mais en tout cas, il y a des cadres, des systèmes qui encadrent tout ça. Et puis là, il faut dire bravo aux sciences comportementales parce que tout a été fait en transparence par des groupes de travail qui ont travaillé ensemble en gardant les questions d'éthique en tête. Et puis, il y avait aussi des conseils consultatifs ou des conseils éthiques qui étaient en place. Donc, pas mal de choses. Mais oui, il y a des problèmes éthiques qui apparaissent, surtout y compris dans les institutions publiques. Laura, je te vois hocher de la tête. Oui, moi, il y a une chose où je suis vraiment d'accord avec Faisal. Évidemment, c'est les gouvernements qui ont cette responsabilité-là, pas les chercheurs. Ce sont plutôt les décisionnaires politiques. Mais il y a quelque chose de fascinant, c'est que cette question d'éthique ne cesse de revenir sur le devant de la scène. Est-ce que c'est pas dû à une incompréhension sur le fonctionnement des sciences comportementales? Parce que, par exemple, si on était allé observer pendant la pandémie, toutes les données ou toutes les pensées qu'on ait pu recueillir, personne ne serait dit « Ah, mais quel est le problème éthique ?» Parce qu'en fait, ça permet d'être plus orienté utilisateur. Ça prend en compte les circonstances particulières. Ça aide les décisionnaires à comprendre les circonstances. Et ça, en fait, c'est... Peut-être qu'il y a cette peur qui vient du fait qu'on peut se voir imposer des nudges sans vraiment en être conscient, et puis aussi sur les techniques du marketing, qui sont un peu ce qu'on appellerait une persuasion forte ou une manipulation. Donc, je crois que ce qu'on peut faire, c'est rassurer qu'on n'est pas là pour ça. Chiara? Oui, en fait, je suis pas forcément d'accord avec Faisal et Laura, parce que moi j'ai vu des exemples de gouvernements qui n'ont aucune norme éthique en place, zéro. J'ai travaillé à la fois dans le monde universitaire et dans le monde des gouvernements, et parfois les gouvernements étaient systématiquement pires que les chercheurs. Donc, mais il faut un cadre éthique à la recherche, mais on voit aussi l'exemple contraire où on a des normes très très fortes, mais qui ne conviennent pas à la situation. Par exemple sur les dangers biologiques ou les questions éthiques qui se posent. Donc il y a énormément de principes éthiques qui existent, il y en a beaucoup qui nous viennent de la philosophie, ou qui sont des principes vraiment de très haut niveau, de pensée complexe. Et donc on a décidé d'utiliser des travaux déjà réalisés pour les transformer en principes beaucoup plus pratiques, concrets. Donc en juin, on a publié un manuel, un guide,
pour utiliser ces sciences-là de façon éthique dans les politiques publiques avec des pratiques, des conseils pratiques, des exemples et une checklist qui est incomplète mais qui permet de vérifier les points ou en tout cas les obstacles éthiques les plus évidents à éviter. Merci, c'est très intéressant, mais malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Donc, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir rejoints pour cette table ronde très intéressante. Merci à tous et bonne journée. Je crois que Eric et Ted vont revenir nous dire quelques mots. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup, Adeline. Merci à nos trois intervenants. Ravi de vous revoir. Alors, on s'approche de la pause déjeuner. On a bien compris hier à quel point les pauses étaient importantes, mais on va peut-être se tourner vers Adrien. Je vais lui donner un micro. Adrien, est-ce que tu peux nous montrer, on t'a vu surtout pendant les tables rondes, travailler à toute vitesse. Oui, c'était difficile de tout suivre, toutes ces idées incroyables. Donc je suis désolé, j'ai pas tout réussi à capter, mais je vais vous montrer quelques petits dessins que j'ai faits. Alors, le premier, la boule de cristal. On essaie toujours de deviner, souvent de deviner comment les gens vont se comporter. Alors qu'il faut comprendre comment ils se comportent en réalité, avec des preuves empiriques. Dans une boîte à questions. Là, évidemment, Cara parlait du cheval de Troie. Alors ça, forcément, une métaphore visuelle facile pour moi. Voilà, on est coincé, on attend la mise en œuvre. Et puis ça peut être perçu comme étant une solution rapide et économique pour résoudre un problème, mais c'est pas forcément le cas. Alors là, Adrien, ce concept de sketchnote et d'illustration de sujets très complexes, il y a trois intervenants. Comment est-ce que ça fonctionne pour les gens qui nous suivent, les personnes qui sont là, qui nous suivent en numérique pour recevoir ça? À quoi ça sert un sketchnote? Moi, j'ai un point de vue, d'un point de vue comportementaliste, mais en tant qu'artiste, quel est ton point de vue? Je pourrais en parler pendant des heures, mais pour résumer, je trouve que c'est un bon moyen d'engager le public pour essayer de saisir les idées clés et voir leur traduction visuelle, ce qui facilite la mémorisation. Et puis après l'événement, c'est aussi un moyen de se souvenir ce qui a été dit, mais aussi de lancer des débats intéressants sur des sujets qui ont été évoqués de façon originale et peut-être avec un support un peu décalé. Je crois que, franchement, du point de vue des sciences comportementales, on saisit les informations, on capte les informations différemment visuellement que par la voix. Donc, mais aussi, ça permet de faire ressortir des idées, de cristalliser les espèces de les points marquants. Donc, je crois que Adrien a droit à une pause, lui aussi. Donc, c'est l'heure du déjeuner. Mais si vous voulez accéder à ces sketchnotes, surtout, n'oubliez pas de rejoindre la communauté Human Advantage en ligne. On veut aussi pouvoir mesurer votre niveau d'émotion. On sait que l'émotion est un précurseur de comportement. Donc, répondez à chacune des questions après chacune des séances. Et on vous revoit dans 1 heure, c'est-à-dire à 14h, heure de Paris, 13h, heure de Londres. Et là, on va réveiller nos collègues, au moins nos collègues de New York et sur le reste du continent américain, et on parlera du secteur de la santé dans 1 heure. À tout à l'heure.